Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus pour cette petite conférence qu'on mène à chaque édition du CFIA, donc on est très content de pouvoir de nouveau la présenter, qui est une conférence qui vient en miroir du plateau qu'on présente, le plateau Usine Agro du Futur qu'on présente dans le hall 6. Donc moi je suis Paul-François Julien de Bretagne Développement Innovation et je suis en charge notamment de la coordination de ce plateau Usine Agro du Futur. Donc on va traiter lors de cette conférence avec pas mal d'intervenants d'une thématique qui est cette année l'usine en transition. Donc je suis à mes côtés Jean-Luc Perrault, le directeur de Valorial, mais il va se présenter tout à l'heure. Je vais juste vous dérouler rapidement le plan des interventions de cette conférence qui est prévue pour durer 2 heures. Donc je vais vous proposer une petite introduction générale pour rappeler un petit peu le contexte de ce plateau Usine Agro du Futur. Ensuite, Jean-Luc parlera un petit peu de l'usine agroalimentaire en transition, puisque c'est la thématique de cette édition. Et puis ensuite, pour rentrer dans le concret, on vous présentera un certain nombre de briques de solutions innovantes qui sont proposées sur le plateau, avec notamment un focus sur la ligne de production qui est en fonctionnement sur le stand, qui fait cette année 25 mètres de long. On est toujours plus grand, toujours plus ambitieux. Et puis on ne pourra pas vous présenter l'ensemble des solutions qui sont proposées sur la ligne, mais on a choisi de faire un focus sur certains équipements innovants et la transition alimentaire avec Monsieur Perron de la DIV et Steven Kilgars de CIP Automation. Un focus sur l'usine 4.0, le jumeau numérique avec Monsieur Marquand de Siemens et Adrien Girard du CEA Tech. Et puis dans une deuxième partie, on vous proposera un focus sur d'autres démonstrateurs qui ne sont pas sur la ligne, mais qui sont à côté de la ligne dans ce qu'on appelle le showroom sur le plateau Usine Agro du Futur, avec le DIAG, la fabrique de la transition alimentaire, qui est présenté par Adria Développement, par Anne-Emmanuelle Leminous. Le projet Mitilab, qui était un projet finalisé, mené dans le cadre du pôle Valorial avec Monsieur Wiseau de Axystem. Et puis le VPH, solution vapeur de peroxyde d'hydrogène, par Madame Millet du CTCPA. Et enfin, on finira cette conférence avec un focus et des opportunités de financement européen via l'EIT Digital Manufacturing avec Monsieur Rioux de la société Siemens. Donc, pour vous rappeler l'usine agro du futur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une action qu'on a initiée grâce à la région Bretagne dès 2012 au CFIA. Initialement, donc c'est une opération collective qui vise à fédérer les acteurs de l'accompagnement de l'agroalimentaire en Bretagne. À l'origine, elle se contentait de fédérer ces acteurs-là sur un plateau. Et puis, petit à petit, on a revu les ambitions à la hausse pour proposer un plateau avec des démonstrateurs autour d'une thématique qu'on choisit collectivement tous les ans, avec ensuite des démonstrateurs qui illustrent cette thématique. Et ce plateau, aujourd'hui, il fait 450 mètres carrés grâce au partenariat qu'on a pu nouer avec le salon. Et c'est devenu quelque part la vitrine de l'innovation du salon. Il vise ce plateau notamment à promouvoir les dynamiques d'innovation de la Bretagne agroalimentaire, mais pas que. On a beaucoup d'acteurs qui sont bien au-delà de la Bretagne, et puis à valoriser le travail en réseau. Alors, en termes de composition du plateau, on a la zone que vous voyez en orange, qui est la partie showroom, où il y a notamment la ligne et les autres démonstrateurs. Et puis la zone à gauche, c'est un village food tech, avec cette année 10 entreprises innovantes qui n'ont jamais présenté de solution au CFIA. C'est l'ambition de ce village. Et puis un pôle qu'on a appelé le Innovation Hub, qui est le pôle un peu historique qui fédère les acteurs de l'accompagnement de l'agroalimentaire en Bretagne et dans l'Ouest. Alors, je ne vais pas vous présenter l'ensemble de ces partenaires. Vous les voyez sur cet écran. Donc, on est 14 structures d'accompagnement. Sur le village Food Tech, je vous laisse
voir un petit peu les entreprises. Donc on a des entreprises sur diverses thématiques, hein. Ce sont les thématiques du salon, mais aussi par rapport à nos préoccupations à nous, des acteurs qui proposent des solutions de digitalisation pour les entreprises agroalimentaires. Et puis je vais laisser la parole maintenant à Jean-Luc qui va vous présenter un petit peu la thématique de cette année autour des transitions. Merci beaucoup François, bonjour à tout le monde, bienvenue, on est très content d'avoir du public. Alors, on voulait, alors c'est pas expliquer, mais ou motiver, enfin présenter quand même la motivation à choisir ce thème des transitions. On en parle beaucoup, c'est assez médiatisé ces derniers temps, un peu dans toute la presse, etc., la notion de transition. Et on voulait peut-être revenir un petit peu sur cette appellation qui couvre pas mal de choses. Et en fait, l'idée, c'est de dire, mais quand on parle de transition, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est le sens qu'on donne à ça. Et donc, pour nous, en fait, c'est tout bête, hein, je suis allé chercher la définition dans le petit Larousse, qui est assez intéressante. C'est l'idée que la notion de transition, c'est un passage d'un état à un autre. Donc, il y a quand même un effet cliqué, un effet de non-retour, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est en train de s'inventer, ce qu'on va vous présenter ce matin, va contribuer à faire que l'usine agroalimentaire telle qu'elle était organisée, composée hier, il y a 2 ans, il y a 5 ans, elle ne va pas être du tout pareille demain, dans un mois, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc c'est cette idée de passage et de mouvement un peu perpétuel. Il y a une notion de progressivité. Je pense que pour les fidèles visiteurs que vous êtes au niveau de ce salon, il y a des choses qu'on ne voyait absolument pas il y a 10 ans sur ce salon et que l'on commence à découvrir aujourd'hui et qui vont devenir des choses, des généralités dans 4, 5, 6 ans. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà cette notion de transition. Alors, si on applique cette notion de transition au secteur agroalimentaire, et après on va détailler ça au niveau de l'usine agroalimentaire, mais globalement, qu'est-ce qui est en train de se passer dans nos filières alimentaires ? Pour moi, je dis qu'il y a 4 transitions majeures qui percolent et qui ont une influence majeure sur nos filières alimentaires. Il y a d'abord une transition économique. Pour moi, et la transition économique, c'est que fondamentalement, alors, il faut prendre ça inscrire ça dans un temps relativement long, mais je pense que dans nos filières alimentaires, on est en train de passer d'une économie linéaire, c'est-à-dire qu'on a un producteur, un transformateur, un distributeur, un consommateur. Ça, c'est de l'économie linéaire. Et classiquement, toutes nos filières, toute notre économie est organisée autour de ces notions d'économie linéaire. Et là, on est en train de passer d'une économie linéaire, à mon sens, à une économie circulo-linéaire. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a une transition extrêmement profonde sur ces organisations économiques. La deuxième transition, je crois qu'elle est évidente à tout le monde aujourd'hui, de par la médiatisation qu'on en fait, de par ce qu'on pourrait qualifier comme urgence par certains, c'est cette transition environnementale. Si on regarde ce que représente aujourd'hui l'alimentation dans les productions de carbone en France, c'est à peu près l'alimentaire, c'est 25%. Donc il y a un vrai enjeu de ces filières alimentaires sur l'impact environnemental que ça peut avoir. Bien évidemment au niveau des productions, et notamment au niveau des productions agricoles, mais bien évidemment aussi au niveau des transformations agroalimentaires, notamment la question de l'énergie, l'usage des sources énergétiques, des consommations énergétiques est important. Troisième transformation et transition qui est en train de se passer, et j'allais dire le CEFIA est complètement représentatif et emblématique de ça, c'est qu'on assiste à des transitions techno-numériques. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Et il suffit d'aller un petit peu sur Internet pour voir ce qui est en train de s'imaginer, de se concevoir et qui commence à apparaître et qui va se développer dans les années futures. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Donc il faut embrasser, cette transition techno-numérique pour rester dans la course.
Et puis, dernière transition à mon sens, celle-là, c'est la transition dans les consommations alimentaires. Donc, chacun d'entre nous, au quotidien, 3 fois par jour, quel bonheur a-t-on de pouvoir manger à notre faim 3 fois par jour? Eh bien, là aussi, il y a des transitions qui sont à l'œuvre, qui ne sont peut-être pas aussi importantes que les médias veulent bien le dire. Donc là, il faut prendre énormément de recul et de précaution par rapport à tout ce qu'on entend. Néanmoins, il y a des transitions qui sont à l'œuvre, qui sont évidentes, ces transitions s'opérant plutôt à l'échelle de génération, à l'échelle générationnelle, qu'à l'échelle de on va changer complètement nos pratiques alimentaires du jour au lendemain. Alors parfois on le fait sous contrainte, mais ça n'est pas le cas. Donc ces 4 grandes transitions, pour moi, marquent complètement ce qui est en train de se passer. Et donc, bien évidemment, au niveau de nos usines, au niveau de la transformation agroalimentaire, ça a des incidences fortes. Voilà. Juste un petit mot sur Valorial pour finir. Au cas vraiment où vous ne connaîtriez pas Valorial, donc aujourd'hui c'est un réseau de 4000 innovateurs. Moi j'aime bien appeler toutes les personnes qui sont présentes dans Valorial au travers de la structure, les présenter comme des innovateurs. Donc ils sont acteurs et moteurs des innovations dans leurs entreprises, dans leurs labos, etc. Et donc pour accompagner ces fameuses transitions alimentaires, cette communauté d'adhérents est principalement située en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Bon, c'est un très très beau champ de jeu, il n'est pas exclusif, hein. On a plein d'autres adhérents ailleurs. Néanmoins, quand on regarde le poids économique juste de l'industrie agroalimentaire sur ces trois régions, c'est à peu près 40 milliards d'euros. Hein. Ça fait de ces 3 régions la 9e puissance agroalimentaire européenne. Donc c'est juste pour vous situer le poids de l'économie agroalimentaire sur ce territoire. Et qu'est-ce que viennent chercher nos innovateurs dans Valorial? 4 choses. Du réseau et de la mise en visibilité. Donc ça, c'est le propre d'un réseau. Hein. C'est de faire rentrer, découvrir de nouvelles entreprises, de nouveaux savoir-faire. Donc l'idée du bon contact au bon moment et rapidement. Du ressourcement, classiquement, comme beaucoup d'autres acteurs des écosystèmes, c'est d'apporter du matériau et de la réflexion. C'est un peu le sens de la démarche d'aujourd'hui et de la démarche qu'on fait au travers de cet espace. Bien évidemment, un de nos cœurs de métier, c'est de vous accompagner et d'accompagner nos adhérents dans des projets de recherche et d'innovation, notamment collaboratifs. Et puis, l'autre point, qui est beaucoup demandé aujourd'hui parce que là aussi ça bouge beaucoup, c'est du conseil en management de l'innovation. C'est pas un sujet évident, c'est pas un sujet qui est complètement carré, tout le monde fonctionne pas pareil, etc. Et donc il y a pas mal de choses et de travail à faire autour de ça. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est ça, on va attaquer la partie très concrète de cette conférence avec mon collègue Guillaume qui est en charge de la mise en place de la ligne de fonctionnement. Merci Paul-François et Jean-Luc pour cette introduction. Donc, je suis chargé, je m'appelle Guillaume Rien, je travaille pour BDI, Bretagne Développement et Innovation, et je suis en charge finalement d'un programme qui s'appelle Agrétique, le numérique pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Et donc, ce que vient de présenter Jean-Luc au niveau des transitions, je suis en charge vraiment de le réaliser de manière opérationnelle. Et au CFIA, ce qu'on a pu faire, c'est vraiment monter un projet. Depuis maintenant 2015, on fédère les équipementiers et les offreurs de briques techno. Et on va essayer de réaliser quelque chose, un projet de ligne de production en fonction des problématiques terrain des industriels. Donc on a réalisé ce projet cette année. On a été plus ambitieux, 25 mètres de long, 22 partenaires. Et pour illustrer les transitions que Jean-Luc a citées, les 4 transitions, et j'en rajouterai une qui a été omise, c'était, je pense, la transition sociale au niveau des opérateurs. Parce que sans opérateurs, aujourd'hui, les usines ne fonctionnent pas. Donc cette ligne-là, vous pouvez la voir ici, elle est en fonctionnement sur le hall 6. Et donc on l'a découpée en 5 grands axes, donc, qui correspondent aux 5 transitions. La première sur la transition vraiment alimentaire, ici, avec le numéro 1 sur la revalorisation des coproduits. Comment aujourd'hui on peut éviter le gaspillage alimentaire. La deuxième sur le volet social opérateur, qui est le centre de l'usine, parce que cette ligne de fabrication, de production, elle fabrique des salades composées cette année. Et donc on a 3 postes différents au niveau de l'opérateur.
La troisième, c'est au niveau du process, vraiment la performance industrielle. Comment aujourd'hui les industriels peuvent répondre à la segmentation produit et donc rendre des process agiles le plus flexible possible. La quatrième, sur tout ce qui est finalement environnemental, parce qu'aujourd'hui la tendance est d'aller sur du packaging zéro plastique. Donc comment on peut, avec les machines existantes, utiliser des nouveaux matériaux. Et la dernière ici, représentée par le numéro 5, la transition numérique. Comment on peut connecter toutes ces machines? On a 22 partenaires, des concurrents directs. Et comment on peut remonter ces données-là et donner à l'opérateur ou au directeur de production des tableaux de bord avec de l'hypervision. Et dans cette transition numérique, cette année, on a voulu aussi montrer tout l'aspect cybersécurité, parce que pendant la Covid, beaucoup d'usines ont été attaquées. Donc aujourd'hui, on va faire le focus sur 2 points essentiels. La première présentation sur la transition alimentaire avec le groupe Altenov et des personnes qui vont me rejoindre. Normalement Steven et puis Alain Perron de la DIV qui vont nous exposer cette transition alimentaire. Et puis dans un deuxième focus, on fera la transition plus numérique vis-à-vis du jumeau numérique. Qu'est-ce que c'est réellement? Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Ok, je vais faire l'introduction, Steven. Ouais. Alors, là, on a un partenariat entre un institut technique, la DIV, et puis un équipementier. Donc, on a une innovation qui a été créée en laboratoire. C'est un travail de longue haleine, puisque ça fait bientôt 20 ans qu'on travaille sur ce process. Et puis après, avec le groupe CIP Altenov, on a été jusqu'au bout du développement, c'est-à-dire qu'on a mis en place une industrialisation de ce procédé qui consiste à sécher des produits, des coproduits, des chutes de tranchage, des coproduits d'élaboration, par voie osmotique. Alors quand on parle de transition, l'idée de départ, c'était au lieu de sécher des produits avec un entraînement à l'air, l'objet, c'était de les sécher, par voie osmotique. Donc en utilisant très peu d'énergie et en utilisant une énergie naturelle qui est la pression osmotique. Donc on va donner des exemples, le champ des possibles en termes de marché. Et puis je vais laisser la parole à Steven qui nous a accompagnés dans l'industrialisation de ce procédé, sachant qu'aujourd'hui il y a une exclusivité sur la filière viande qui est officielle. C'est le groupe Copperle qui a choisi et qui a commencé à commercialiser les produits issus de ce procédé. Donc ce procédé s'appelle l'osmofood. À quoi sert l'osmofood? Donc ça permet de déshydrater des matières alimentaires en continu et à température ambiante par phénomène d'osmose. Cette technologie peut s'appliquer sur tout type de matrice alimentaire. Donc une ligne a été mise en place sur la viande, mais on passe aussi tout type de produits comme des fruits, des légumes, des poissons, des algues et des protéines végétales. Un des intérêts de cette technologie, c'est que les qualités organoleptiques sont maîtrisées, les paramètres nutritionnels et les durées de conservation sont aussi un avantage. Les étapes clés du process. On commence par hacher le produit pour en faire une mêlée. Et on forme cette mêlée sous forme d'une bande d'une largeur de 400 à 500 mm. Ce qui va nous intéresser, c'est l'épaisseur du produit. On va se retrouver entre 2 et 6 mm d'épaisseur. Dans cette mêlée, on peut y rajouter ce qu'on veut en termes d'épices, d'aromates. Donc on forme cette bande par laminage. En fait, je vous invite à passer voir la machine qui est au hall 6 pour bien la regarder. Donc on passe cette bande en continu entre 2 films à perméabilité contrôlée afin d'optimiser son transport et les échanges dans la solution osmotique. On immerge cette bande en continu dans une cuve qui est remplie de solution osmotique
Et c'est dans cette cuve que va se créer l'échange. En fait, la solution osmotique a le pouvoir de prendre l'eau du produit et de l'attirer dans la solution. Aussi, cette solution se déconcentre, c'est-à-dire qu'elle absorbe l'eau. Donc une étape du process, c'est aussi d'évaporer l'eau de cette solution. Donc ça, on peut la faire en décalé par rapport à la production de la viande séchée, de la viande ou du produit séché. Ensuite, on sort de la cuve, donc toujours en continu, on passe sur un convoyeur et on sépare simplement le papier qui a été utilisé pour réaliser l'imperméabilité de la bande. Donc l'origine de la technologie, donc c'est le premier process industriel qui permet de fabriquer de la viande séchée. Donc grâce à 3 concepts simples, la formation d'une très fine bande de viande entre 2 films à perméabilité contrôlée, la déshydratation dans une solution osmotique, et on peut aussi pasteuriser sur la dernière cuve, on peut chauffer la solution osmotique pour faire une flash pasto. Donc on va monter la solution osmotique à une certaine température, admettons 72 degrés pendant 30 secondes, pour pouvoir pasteuriser. En fait, OsmoFood, c'est 2 choix de process astucieux, le hachage de la viande et la lamination progressive, et la sélection d'une solution osmotique avec un seul composant très stable, thermiquement et recyclable par sa concentration sous vide. Donc on ne consomme pas de solution osmotique. Donc c'est un procédé multifonctionnel, donc qui permet de sécher, de pasteuriser. On peut même aussi imaginer cuire les produits qu'on y passe. C'est un procédé performant. Le séchage et la pasteurisation permettent de stabiliser microbiologiquement le produit. Donc l'option de cuisson en continu permet de cuire une épaisseur de viande de 3 mm en moins de 6 minutes. Donc c'est un procédé qui est adapté à tout type de matières premières, hachées ou simplement tranchées pour certains produits. Donc on a réalisé de nombreux essais. On a passé de la viande, bien sûr, que ce soit du bœuf, du porc, de la volaille. On a passé des poissons, des fruits et légumes. On a passé aussi des mélanges de viande et de légumes. Et on a passé d'autres types comme des algues, des protéines laitières, des protéines végétales. Donc le procédé est source de multiples innovations produits en faisant varier sans limite la texture suivant le degré de séchage, l'aromatisation des produits finis, les découpes sous différentes formes. Que ce soit donc le produit fini, il peut être découpé en rond, en lanière, en étoile. C'est complètement ouvert. Donc ce procédé aussi offre l'avantage de valoriser les coproduits. On peut imaginer sécher des chutes de découpe ou de tranchage et de stabiliser microbiologiquement et d'optimiser les caractéristiques nutritionnelles des produits. Donc ici un exemple, donc voilà une bande qui est façonnée. Donc ça c'est ce qui rentre dans la machine OsmoFood. Donc ici vous avez un exemple de ligne de production. Donc le produit rentre par ici, il est extrudé. Ici on passe le film à perméabilité sur le dessus du produit, sur le dessous de la bande. On vient laminer pour avoir notre épaisseur de 3 à 5 mm. Ici on lamine pour être vraiment précis et c'est ici qu'on rentre dans les cuves de solution osmotique. Pour information, pour la viande de porc, c'est 3 heures de séchage en continu. Donc derrière, on a 5 cuves comme celle-ci. On a aussi mis en place une cuve de flash pasto et une cuve de rinçage avant de passer donc, sur la zone de conditionnement où on enlève le film supérieur et inférieur de la bande. Voilà. Donc on va donner un exemple parce qu'il est marquant. Donc vous avez noté que c'est le seul procédé qui existe au monde de séchage et de pasteurisation en continu. Donc en termes de stabilité, en termes de sécurité sanitaire, c'est optimal. Le cahier des charges de l'armée américaine, c'était « Je veux des produits séchés qui se conservent à température ambiante, 18 mois à 30 degrés ».
Donc voilà le cahier des charges. Donc ça a été, on a pu l'obtenir grâce à la pasteurisation. On peut gérer le rendement de séchage, donc avoir une activité de l'eau. Et ce procédé a été validé par l'ANSES. Vous verrez ça. On a fait des challenge tests sur Listeria, Salmonelle, Escherichia coli et Staphylocoque. Donc on est garanti en termes de stabilité. Et puis le fait de pasteuriser des activités de l'eau aussi basses permet évidemment d'avoir des garanties. Donc autre point fort de ce procédé, c'est comme vous séchez par voie osmotique, vous concentrez les arômes et les micronutriments nutritionnels. Donc vous avez une qualité nutritionnelle et aromatique hyper concentrée. De manière naturelle finalement, puisqu'on sèche à basse température et à froid. Donc voilà des exemples de résultats. Autre plus-value du procédé, c'est que des produits de salaison classiques, on est à 45 grammes de sel pour 1 kilo, et là on est à moitié moins. Donc on a des produits de salaison avec des taux de sel divisés par 2, à séchage équivalent, à rendement équivalent. Voilà, donc on a fait des ensemencements pour la FDA à 7 logs de germes et on a montré la létalité du procédé. Voilà, donc en termes de marché, maintenant, je fais vite Guillaume, il y a plein de possibilités. On peut imaginer des tas de choses au plan marketing et au plan marché. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on peut imaginer de créer des produits ludiques. C'est facile. Une fois qu'on a une bande de poivrons, par exemple, on peut très bien imaginer à la trancher sous toutes ses formes. C'est facile à consommer, c'est simple. Le produit qui a été spontanément mis sur le marché, c'est pour mettre des aides culinaires, parce qu'au départ, comme c'est une mêlée, on peut l'aromatiser avec des oignons, des cèpes, du basilic, tout ce qu'on veut. Donc on peut sortir des produits avec des aromatisations très diverses et les utiliser dans des aides culinaires, quiche, risotto, pizza, etc. On peut aussi imaginer de travailler sur l'aspect encas pour les jeunes. Pour les seniors, on peut concentrer en protéines, donc on peut faire des produits pour sportifs. J'ai eu une demande des gens qui font la transat, la transatlantique, pour leur fournir des produits à base de viande qui se conservent et qui soient stables et puis avec un côté énergisant. C'est possible, énergisant en termes de protéines. Et puis on voit bien évidemment le lien avec les sportifs. Donc là, il y a quelques vues de produits. Après, c'est les gens du commerce et du marketing qui peuvent imaginer des tas de choses. Mais il y a des tas d'applications. Sur la voie en haut à droite, vous voyez la bande de viande qui va sortir ou la bande de produits de légumes, de fruits. Quand on parlait de transition alimentaire, on a fait récemment des essais avec des tomates. Ces tomates qui sont très belles, très bonnes, mais elles ne sont pas conformées pour aller en grande distribution. Donc, elles sont déclassées. On peut très bien imaginer recycler des tomates, les stabiliser, plutôt que d'en faire des concentrés, vers des produits qui, là, redeviendront nobles. Donc on est bien dans la logique de transition, de revalorisation. C'est ça, Jean-Luc. Voilà, donc ce procédé est breveté. Donc il y a 2 brevets, le séchage et la pasteurisation continue, ou, vous l'avez compris, la cuisson en continu. Voilà. Et d'un point de vue sanitaire, pour ceux que ça intéresse, il y a un avis qui a été rendu par l'ANSES sur les aspects risques biologiques et l'aspect nutrition. Donc voilà, c'est un procédé qui a été agréé, sécurisé. Voilà, et ce partenariat, alors même si nous ne sommes pas bretons, c'est pas grave, on s'entend bien avec nos amis bretons, Jean-Luc, et la preuve, on a signé un accord, Guillaume est venu nous voir à Clermont, et avec des équipementiers bretons pour le diffuser sur le marché. Voilà, merci à tous. Merci. Donc merci Steven et Alain. N'hésitez pas à venir, en fait, ils ont fait un prototype et aujourd'hui, pour cette expérimentation sur le champ des possibles, on le teste sur différents produits et l'objectif, c'est qu'on ait un prototype ici sur la région pour pouvoir expérimenter et n'hésitez pas à venir le voir sur le Hall 6 en fonctionnement. Donc je vais passer maintenant la parole sur une autre transition, la transition numérique. Et donc on a pu travailler avec Siemens et CEA Tech et également Gelt sur qu'est-ce que c'est le jumeau numérique concrètement et au niveau de la donnée. Donc je vais appeler Mathieu Marquand
et Adrien Girard qui vont nous exposer cette nouvelle transition. Et également, il sera visible sur la ligne de production, donc n'hésitez pas. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Mathieu Marquand de Siemens et je suis en charge des solutions digitales. Et je suis accompagné par Adrien Girard, donc je suis ingénieur de recherche au CEA List. Aujourd'hui, on va vous parler du jumeau numérique et plus particulièrement de la valorisation. Merci. De la valorisation du jumeau numérique et de la donnée dans le jumeau numérique. Donc aujourd'hui, vous êtes probablement industriel, vous avez des défis au quotidien. Quand vous allez concevoir des installations, quand vous allez les utiliser, comment je vais pouvoir optimiser, comment je vais pouvoir optimiser mes investissements, comment je vais pouvoir détecter les interdépendances dans mes systèmes de pilotage. En bref, ce que vous posez pas mal de questions, vous aimeriez bien avoir les réponses à des scénarios, vous les testez, mais ça coûte cher de tester des scénarios, et des fois on peut abîmer ou endommager l'installation. Et donc le jumeau numérique peut amener une partie des réponses, voire la totalité des réponses sur certaines problématiques. À quoi ça sert déjà un jumeau numérique? Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont... je dirais chacun sa définition du jumeau numérique. Et aujourd'hui on a des logiciels de simulation. Et en fait le jumeau numérique c'est quoi? C'est la mise en œuvre de ce modèle de simulation sur des scénarios. Ça va permettre de répondre à des questions. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Voilà. Et ça va apporter une réponse assez immédiate pour pouvoir prendre des décisions. Sans perturber la production ou en anticipant la production, bien sûr. Les résultats, typiquement, sont des données facilement interprétables et facilement utilisables. Il faut que la digitalisation, c'est assez complexe, je suis assez bien placé pour en parler. Et ça fait fuir pas mal de personnes. Le plus gros frein, c'est le facteur humain. Il faut que ce soit des résultats visuels et facilement interprétables par tout le monde. Et c'est pour ça que les graphes doivent être vraiment très clairs. Donc il y a certains graphes, vous voyez, ils sont difficilement lisibles, mais il y a des choses beaucoup plus simples. Et c'est ce qu'on a mis en œuvre sur le jumeau num avec le CFIA, qui était prévu pour le CFIA, avec GELT et avec le CEA. Je vais vous montrer des exemples de jumeaux numériques et ce qu'on peut faire. Si vous donnez des idées, l'idée c'est de vous montrer des cas d'usage et que ça suscite en fait une réflexion chez vous par la suite. Vous voyez là, on a commencé à travailler sur des restitutions de données. Chacun crée son petit cockpit finalement pour pouvoir visualiser des résultats. C'est beaucoup plus interprétable que des solutions développées sur mesure pour tel type d'utilisateur. Et finalement, quand on a un utilisateur B, C, D qui vient par la suite, lui, il ne s'y retrouve pas. Il n'a pas les informations qui correspondent à son métier. Donc il faut que l'outil de restitution de la donnée il soit paramétrable et personnalisable facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en programmation d'automate ou en programmation informatique. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur la ligne du CFIA. Et je vais vous donner un exemple. En fait, là, on l'a fait sur une laiterie. Et on a pu aller jouer sur les shifts, en fait. Donc les équipes de nuit, quand on travaille en 3-8, est-ce qu'on passe en 2-8, 3-8, comment ça va impacter? Est-ce que si on redimensionne tel ou tel équipement, on va gagner en production ou pas? Combien ça va coûter, comment on va dimensionner un tank aller, comment on va préparer une configuration. Donc là, vous voyez, c'est simplement du glisser-déposer avec des modules 2D. Et puis ensuite, on va passer en 3D et on va pouvoir dimensionner des cuves. C'est des modèles qui, comme ça, ont l'air très complexes, mais ça se fait relativement rapidement à partir du moment où on a la donnée 3D. Voilà. Après, c'est des scénarios qu'on joue. Il ne faut pas voir ça comme un énorme obstacle. Ça se fait assez bien, au final. C'est très visuel et il faut que ce soit visuel. Voilà. Un autre exemple, c'est sur la ligne du CFIA. Vous voyez la ligne là, elle est en 3D. Et dessus, on a mis plein d'indicateurs. On a fait un scénario avec 3 opérateurs. Si vous passez sur le stand, je vous invite à y passer All 6 à 2D3. Vous allez voir qu'en fait, on a des opératrices qui sont au-dessus, des opérateurs, des opératrices. J'aurais bien voulu qu'il y ait de la parité, mais ce sera pour l'édition 2022. Et en fait, on a essayé avec 3 opérateurs. Et 3 opérateurs, on voit qu'on a des temps d'attente ici. Et en fait, on a essayé après un deuxième scénario avec 6 opérateurs. Vous voyez que les temps d'attente, ils ont sacrément diminué. Voilà. Bon, c'est un exemple très basique,
mais on peut aller, voilà, on part de choses relativement simples et on peut aller assez loin. Voilà. Ça, c'est la ligne qui a été faite pour le salon. Et puis, on a utilisé le jumeau numérique d'une façon, je dirais, pas tout à fait classique, avec le CEA, et Adrien va le montrer par la suite. En fait, on a utilisé le jumeau numérique du CEA pour modéliser la ligne dans son comportement parfait. Et ensuite, on a connecté un boîtier dessus, un boîtier qui s'appelle un boîtier Edge, qui va collecter la donnée réelle de fonctionnement. Et on va comparer le parfait par rapport au réel. Et on va avoir plein de deltas qui vont apparaître, et l'opérateur va avoir sous les yeux des petits graphes, etc., avec des couleurs. Et on voit ici des parétos de défaut, par exemple. Et en fait, l'opérateur, lui, en un coup d'œil, il va pouvoir corriger les deltas et s'approcher du comportement parfait. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec cette mise en œuvre. Et je vais passer la main à Adrien qui va détailler les différents jumonums qui peuvent exister. Non, je passe ça sera mieux. Merci. Oui, donc dans le cadre de la collaboration avec Siemens, on a utilisé leur Edge, qui est présenté ici, pour en fait créer une simulation physique de jumeaux numériques de la machine EasyWrap de Gelt. Donc c'est une machine qui fait de la dépose de carton sur des barquettes. Et donc cette machine, en fait, elle est contrôlée en temps réel par la vraie machine, via la Edgebox de Siemens. Qu'est-ce que j'entends par simulation physique? En fait, c'est que notre machine là, que vous avez vu tourner ici, chaque objet a un poids, il a un centre de masse, il y a un modèle de friction entre les objets, un modèle de collision, on a un couple moteur, on a une certaine rigidité de carton. Et ici, quand vous voyez une barquette en fait, qui se fait déplacer par le convoyeur ou un carton qui se fait plier, ils sont virtuels. Il y a bien une machine réelle qui contrôle la machine virtuelle, mais le carton il se fait plier parce qu'il y a une contrainte qui est appliquée dessus et il y a bien une collision entre les taquets du convoyeur et la barquette qui va le pousser. À cette simulation, on a aussi ajouté une partie réalité interactive. On l'a couplé à un dispositif, à un casque de réalité virtuelle, pour permettre d'une part de pouvoir visualiser cette maquette numérique à échelle 1. On va le voir, on a le retour casque de l'utilisateur en haut à gauche. Et donc ça va permettre déjà d'accéder, de visualiser des parties inaccessibles dans la machine, de contrôler, d'inspecter le fonctionnement de la machine, comme elle est couplée au réel. Et aussi, ce qu'on va pouvoir faire, comme c'est une simulation temps réel physique, c'est introduire des éléments perturbateurs. Qu'est-ce qui se passe si on laisse un objet ici? Qu'est-ce qui se passe si l'opérateur met sa main dans tel mécanisme? Donc c'est pas la machine réelle qui va réagir, c'est la machine virtuelle qu'on aura paramétrée qui pourra donner des indicateurs du scénario qui pourrait se produire. Autre cas d'application des jumeaux numériques, cette fois-ci avec un Kobo et en réalité mixte, tout à l'heure on était en réalité virtuelle, c'est pour la distance par exemple entre l'opérateur et le Kobo. Là vous voyez en haut à droite, on a le retour visuel de l'opérateur, et on peut voir en un calcul temps réel de sa distance au bras. Donc là vous voyez pas, on n'a pas le jumeau numérique affiché, mais il existe bien dans la simulation, ce qui nous permet de calculer ces distances. Ça peut être utile notamment pour créer des zones d'exclusion, des zones dangereuses pour l'opérateur, pour lui indiquer. Et puis on a aussi le suivi de trajectoire qui est opéré, on voit quelle trajectoire a effectué le robot. On a aussi les forces appliquées à la surface qui sont indiquées. Et après on va pouvoir rejouer aussi les mouvements qui ont été créés par l'opérateur sur le Kobo. Autre cas aussi, toujours avec des Kobo, là vous voyez qu'on va colocaliser le robot virtuel sur le vrai robot, un KUKA en l'occurrence, et puis on va vous afficher aussi les efforts articulaires qui sont appliqués sur le Kobo quand l'opérateur vient appuyer dessus. Là c'est ce que vous pouvez voir avec les sphères de couleur, là, plus ils grossissent, plus on applique une force importante sur le Kobo. Enfin, dernier cas d'application du jumeau numérique, c'est les postes de travail.
on va créer un poste de travail, le jumeau numérique d'un poste de travail, et on va le simuler, encore une fois en physique. On va permettre à un opérateur d'interagir en virtuel avec ce poste de travail. Alors, ça peut être utilisé pour de la formation d'opérateurs sur le poste, mais aussi pour de l'optimisation ergonomique et aussi de la cotation ergo. Là, ce que vous pouvez voir, par exemple, quand l'opérateur va se baisser, c'est tous les efforts, tous les stress qu'il met sur ses articulations quand il prend des postures inconfortables. Donc, je pense qu'on vous a présenté un spectre assez large des différentes applications qu'on pouvait avoir du jumeau numérique. Et puis aussi, je rappelle que voilà, les jumeaux numériques qu'on vous a présentés donc de la machine de Gelt sont présentés au stand agro du futur au Hall 6. Voilà. Et on voulait en profiter aussi pour remercier BDI et la région Bretagne et Gelt, parce qu'ils ont vraiment été très proactifs dans la mise en œuvre de ce schéma, de ce cas d'usage. Et voilà, un grand merci à eux. Merci Mathieu et Adrien. Donc voilà, on voulait vous montrer des exemples concrets sur quelques transitions et le reste va suivre. Je laisse Paul-François animer la suite. Un petit peu de désinfectant. Tiens, je vais prendre une... Et puis je vais appeler Anne-Emmanuelle qui va prendre la suite. Bonjour, il faut que j'enlève... Comme ça, vous avez le plaisir de voir ma figure entière. Ravie d'être là aujourd'hui avec vous, de se retrouver en vrai pour ce CFIA, c'est un vrai plaisir. Ça fait chaud au cœur. Voilà, je voulais partager ça avec vous pour démarrer. Oula, il y a la présentation qui part toute seule. Pardon. Donc, je suis là pour parler effectivement du DIAG, donc, qui a été mise en place par l'ADRIA, Centre technique agroalimentaire situé à Quimper. 70 salariés, avec pour expertise la qualité des aliments. Qualité sanitaire, formation également des acteurs de l'agroalimentaire, et puis qualité dans toutes ces dimensions organoleptiques également, nutritionnelles, pour exemple. Je suis venue effectivement parler aujourd'hui sur cette agora de la transition. Pardon. La transition, les transitions, elles sont multiples aujourd'hui. Transition sociétale, transition environnementale et transition numérique, comme on vient de le voir dans l'exposé précédent. Donc tout ça, ça bouleverse forcément beaucoup nos activités, y compris dans l'agroalimentaire. Alors pourquoi l'agroalimentaire ? Ben, l'agroalimentaire fait partie des sujets de préoccupation de ces transitions aujourd'hui. Pardon. Puisque la production alimentaire, les surfaces monopolisées pour les productions animales, c'est 80% des surfaces agricoles aujourd'hui. On a 30% de gaspillage alimentaire dans nos filières. On en a tout à l'heure parlé avec des exemples pour améliorer les choses comme Osmo Food. C'est également une situation de santé publique. Les maladies chroniques qui progressent aujourd'hui suite à nos choix alimentaires, à nos modèles alimentaires. Donc tout ça questionne beaucoup nos filières aujourd'hui et nous sommes en quelque sorte d'agir pour améliorer les choses, pour améliorer la situation. Donc le consommateur, l'éco-citoyen aujourd'hui nous questionne, nous acteurs de l'agroalimentaire, de ces filières, sur qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner cette transition et pour qu'elle soit la plus réussie possible, la plus agréable à parcourir. Ce sont des objectifs, des préoccupations qui sont à l'échelle de la planète. Ça ne concerne pas que nos pays, nos marchés. Les modifications, les évolutions sont déjà en cours. On le voit là sur l'évolution des protéines, protéines animales, protéines végétales. La végétalisation de l'alimentation est déjà à l'œuvre dans nos menus aujourd'hui. Et c'est un challenge. Et donc la question, c'est est-ce qu'on subit
aujourd'hui, ces assauts, ces différentes problématiques, ce changement climatique qui arrive, ou est-ce que voilà, on se met en action? Aujourd'hui, consommateurs, distributeurs, parties prenantes vous questionnent, acteurs de l'agroalimentaire, sur ce que vous mettez en place justement sur ces thématiques de la transition. Il veut toujours défiler plus vite que moi ce diaporama aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais? On me questionne, qu'est-ce que je fais? Quels sont mes engagements? Quels sont mon plan d'action? Et j'ai envie de reprendre la main sur cette communication positive. Nous avons réfléchi avec les collègues de l'ADRIA sur un outil pour justement apporter cette clarté dans les entreprises agroalimentaires sur la trajectoire. Où j'en suis aujourd'hui sur cette thématique de développement durable, de la transition alimentaire. Qu'est-ce que je fais bien déjà aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, pour répondre à ces attentes sociétales? La proposition, c'est donc un diagnostic pour savoir où j'en suis, des propositions pour agir et quand je fais déjà des choses, des propositions pour accélérer. La proposition, c'est 2 temps dans les entreprises avec les différentes parties prenantes, acheteurs, R&D, qualité, marketing. Un temps de passation d'un questionnaire avec ces équipes pour déjà se rendre compte ensemble de qui c'est quoi et qui fait quoi dans l'entreprise qui touche au développement durable de mes métiers. Le deuxième temps, c'est un temps de restitution, de partage sur ces actions pour choisir comment aller plus loin sur ces différentes thématiques, encore une fois avec l'ambition d'apporter de la clarté sur le chemin de la transition alimentaire dans les entreprises. La forme, le comment, c'est donc un questionnaire que nous administrons dans les entreprises et qui va parler, si vous arrivez à le voir là, qui va interroger vos sourcings matières premières, vos sourcings emballages, comment vous sourcez sur ces thématiques-là, la formulation des produits, puisque je vous ai parlé de nutrition, qui est un peu mon dada, de Clean Label également, les process que vous appliquez. On a vu des présentations très, très techniques, où on en est dans les consommations d'énergie, d'eau, dans vos process, comment on gère les coproduits, comment on gère la fin de vie des produits, la relation consommateur, les RH, parce que si on veut conserver les talents dans les entreprises, c'est aussi comment on aborde ces thématiques-là. Donc, nous questionnons tous ces champs dans l'entreprise qui touchent au développement durable de vos sociétés. En termes de restitution, la proposition est donc un pourcentage de transition, on va dire. On l'a nommé de cette façon-là, où j'en suis aujourd'hui. L'intérêt, c'est une valeur relative, bien sûr, mais c'est de pouvoir se positionner dans le temps. Quand on aura mis encore plus d'actions en place, on refait le diag dans 1 an, dans 2 ans, et on voit le pourcentage d'évolution. On peut également splitter ce résultat-là sur les 3 piliers du développement durable, que sont le pilier environnemental, sociétal et économique. Là, ça donne du semi-quantitatif pour pouvoir communiquer en interne, mais aussi vers les parties prenantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme c'est un diagnostic métier, on peut également, sur ce visuel-là, se représenter où on a le plus d'efforts à porter, si c'est plutôt sur les sourcings, si c'est plutôt sur le transport, la fin de vie des produits. Donc c'est vraiment un regard métier sur où en est l'entreprise sur cette thématique du développement durable et dans son chemin de transition alimentaire. Une restitution détaillée, thème par thème, est également réalisée sur les actions qui sont déjà mises en place, ce que je peux faire pour aller plus loin et comment quantifier ces progrès. Ce diag a été développé avec le concours d'un certain nombre d'entreprises que vous voyez là, et je les remercie. C'était le cas de la société Ensemble, qui est une société de restauration, la société ENAF, Fleury-Michon et la Cancalaise. Et vous voyez inscrit ici à côté quelques verbatim qu'ils ont partagés avec nous. Et ce dispositif est également soutenu par l'ADEME, voilà, comme une action pour mettre en action les entreprises de l'agroalimentaire. Et voilà, face à ces questions qui peuvent paraître multiples et sont multidimensionnelles, d'avoir une trajectoire et de savoir où l'on va, la direction. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition avec les autres dans le hall 6 pour aller plus loin dans cet échange. Merci. Merci Anne-Emmanuelle, merci pour
cette intervention. Je vais appeler le prochain intervenant qui est Patrice Huizeau pour le projet Mitilab. Merci, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'un projet Mitilab qui s'est terminé à la fin de l'été dernier, juste avant l'édition qui aurait dû avoir lieu du CFIA en septembre. Voilà, qui est un projet collaboratif dans le domaine de l'agroalimentaire pour mettre en œuvre de nouveaux outils numériques. Donc le contexte, c'est de mettre en avant ce que le numérique peut apporter à l'ingénieur agroalimentaire. Donc en termes de solutions innovantes numériques et également alimentaires, puisque le cas d'application qui a été utilisé, c'était de la valorisation de protéines végétales en charcuterie. Les partenaires de ce projet sont d'abord Solina, le porteur du projet, qui a mené le projet du début jusqu'à la fin. Dans les autres industriels agroalimentaires, on trouve le groupe Avril, qui est voisin ici. La société Jean Enaf. On trouve aussi deux PME plutôt du numérique, Axystem et Novelios. On retrouve Adria. Et puis 4 laboratoires de l'INRAE qui ont participé tout au long du projet sur différents aspects. Donc ce projet, c'est un projet qui représente un investissement d'environ 5 millions d'euros et qui a été soutenu financièrement donc par BPI France, par la région Bretagne et par Rennes Métropole à hauteur d'environ 2 millions d'euros. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet Mitilab? Le premier volet du projet Mitilab concerne la connaissance. Et notamment la capitalisation de cette connaissance et le partage de cette connaissance. Dans de nombreux métiers, il existe des référentiels de compétences. Certains sous des formats un peu vieillots, on retrouve des encyclopédies pour apprendre à faire du pain, pour apprendre à faire du pâté. L'objectif du projet, c'était d'utiliser les nouveaux moyens numériques pour à la fois capitaliser cette connaissance et la mettre à la disposition. Donc on s'est basé sur des travaux de l'INRAE de Bordeaux, qui depuis longtemps travaillait sur la manière de présenter la connaissance pour maximiser l'assimilation par les apprenants. J'ai un peu de concurrence. On va attendre que ça passe. Merci. Et donc, voilà. Donc l'INRAE de Bordeaux a travaillé beaucoup sur comment est-ce qu'on présente les informations de manière à faire en sorte qu'elles s'imprègnent plus facilement et qu'on les retienne plus facilement. Donc, c'est des questions de présentation graphique, c'est des questions de structuration également de la connaissance. Donc il y avait déjà un outil qui existait, mais qui commençait à dater un petit peu. Et donc la vocation du projet, ça a été de repartir de cet outil et de l'appuyer sur les outils numériques modernes, de façon à mettre cette connaissance à disposition sur des smartphones, sur des tablettes, et également permettre à des industriels qui ont de la connaissance de la saisir dans cet outil, puisque ce qui existait auparavant, c'était un outil manipulable par des chercheurs de laboratoire qui n'avaient pas été pensés en termes d'ergonomie. Donc le travail qui a été fait là-dessus, c'était vraiment de mettre cet outil à la disposition de n'importe quel industriel, de n'importe quelle filière. Donc là, on a parlé de connaissances. Le deuxième volet, c'était sur la donnée. Un des aspects du projet concernait la formulation. Qui dit formulation d'un aliment, dit qu'on va travailler sur la recette. Si on cherche à travailler sur cette recette de manière informatique, ça veut dire qu'on va utiliser des programmes, et ces programmes, il faut qu'on les nourrisse avec des données très précises, notamment sur les ingrédients qui entrent dans la recette.
Et aujourd'hui, alors des données, on n'en manque pas. Il y a des bases de données européennes, françaises, américaines, qui ont malheureusement l'inconvénient de ne pas être toutes structurées de la même manière, de ne pas utiliser toutes les mêmes termes pour désigner les mêmes choses, et qui ont aussi quelquefois l'inconvénient de ne pas être tout à fait complètes. Je prends un exemple dont on va reparler tout à l'heure, mais quand on cherche à calculer le Nutri-Score d'un aliment, par exemple, on a besoin de savoir si à l'intérieur il y a des légumes. Cette notion de légumes, si on cherche dans les bases américaines tout ce qui concerne la tomate, par exemple, on a beaucoup de choses, mais on ne sait pas si c'est un légume. Et alors c'est vraiment une information dont on a besoin pour calculer le Nutri-Score. Donc on a à la fois, enfin quand je dis on, c'est surtout l'INRA, hein, on a à la fois structuré les données pour les rendre homogènes et interrogeables de manière standard, et compléter avec de la connaissance qui n'était pas dans ces bases de données, mais qui ajoute du lien entre toutes ces données très précises et très numériques. Donc voilà pour la donnée. Une fois qu'on a de la donnée et qu'on commence à travailler vraiment sur la formulation, on peut s'intéresser à utiliser des algorithmes pour essayer de prédire ce que va donner l'aliment qu'on est en train de concevoir. Donc c'est ce qu'on a appelé l'évaluation numérique des formulations. L'idée est effectivement avant même de créer la recette physiquement, d'être capable d'en donner un certain nombre de caractéristiques. Donc on est allé sur des choses relativement simples, hein, l'application de création de recettes qui va permettre de générer des étiquettes, notamment des étiquettes de composition nutritionnelle, et puis de calculer un certain nombre de scores. Donc le plus connu d'entre eux, c'est le Nutri-Score. On s'est intéressé aussi à essayer de prédire la note Yuka, par exemple. Donc la différence entre ces deux scores, elle est assez importante, parce que autant le premier, tout est décrit, tout est publié, il suffit, entre guillemets, d'appliquer les règles pour calculer un Nutri-Score. À partir du moment où on a les bonnes données, hein, pour la tomate, il faut savoir que c'est un légume, et ce n'est pas forcément dans la base de données, donc il faut le savoir. Autant pour la note Yuka, ce n'est pas public. On peut aller la découvrir sur leur site ou sur l'application, mais ils ne nous disent pas comment ils la calculent. C'est un peu comme l'algo de Google, c'est le truc. Voilà. Mais par contre, si on a suffisamment d'informations, si on va acheter plein de produits et si on regarde pour chacun de ces produits, d'une part la composition nutritionnelle et d'autre part le score Yuka, on peut faire travailler une intelligence artificielle là-dessus et lui faire réapprendre la corrélation entre tout ça. Et finalement, obtenir un outil d'estimation relativement précis, en tout cas dans la zone sur laquelle on a travaillé. Voilà. Et puis on peut appliquer cette méthode à d'autres scores, hein. On a parlé d'éco-score, de score SIGA par exemple. Alors une fois qu'on a un outil qui permet d'évaluer les caractéristiques d'un aliment avant même de l'avoir produit, on peut du coup prendre le problème à l'envers. Puisque finalement, cet outil nous permet de dire j'ai des données d'entrée, je vais obtenir une sortie. Maintenant, l'industriel de l'agroalimentaire, ce qui l'intéresse, lui, c'est le produit final. Finalement, ce produit final, ben moi, je voudrais qu'il soit plus ou moins plus ceci, plus cela, peut-être moins cher, peut-être moins riche en lipides, peut-être moins riche en sucre. Comment est-ce que je peux optimiser tout ça? Finalement, c'est le rôle des algorithmes d'optimisation, de se dire, je vais faire varier mes paramètres d'entrée, je vais observer ce qui se passe sur la sortie, et finalement, je vais automatiser le fait d'y aller pour trouver la solution que je cherche. Donc on peut s'amuser à faire varier la recette pour améliorer le score Yuka, par exemple, ou pour améliorer le Nutri-Score. Voilà, donc il y a un petit brin d'humour. Effectivement, pour l'instant, on ne sait pas encore prédire le goût d'une recette sans l'avoir créée. Ça fait partie du rêve qu'on pouvait avoir en lançant ce projet. Le rêve un peu fou de se dire, finalement, l'outil numérique, je mets tout dedans, et puis à la fin, ça me dit si c'est bon, si c'est craquant, si c'est... Ben non, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Voilà, donc ça m'amène naturellement sur un certain nombre de travaux justement qui ont été effleurés à l'occasion du projet, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Je pense qu'il faudra d'autres projets pour aller plus loin.
notamment sur la texture. Alors on a fait des choses quand même très concrètes, notamment sur la texture de la CNAC. Donc sur des cas très particuliers où on s'intéresse à des choses qu'on connaît bien, on peut faire travailler des intelligences artificielles sur des données, trouver la corrélation entre quand je fais ceci, j'observe cela, et puis du coup prendre le problème à l'envers. Si je veux obtenir telle caractéristique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur mon process? Donc ça, on l'a fait sur de la texture de CNAC. Mais le domaine de la texture, c'est un domaine hyper vaste. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout, hein, je ne suis pas de l'agroalimentaire. J'ai découvert, on a eu une formation en rhéologie, j'ai trouvé ça merveilleux, mais hyper compliqué. Ça m'a montré un peu les limites de l'exercice. Voilà. Et puis un autre sujet qui intéresserait énormément de monde, c'est est-ce que je pourrais, à terme, prédire la DLC de mon produit avant même de l'avoir créé, finalement, et sans être obligé de passer par toutes les phases de mesure. On n'a fait qu'en parler dans le projet Mitilab, on n'a pas eu les moyens d'aller plus loin que cette réflexion. Mais si ça se fait, ce sera certainement avec Adria. Voilà, donc bon, moi, vous l'avez deviné, hein, je ne suis pas un spécialiste de l'agroalimentaire, moi je suis plutôt un spécialiste des modèles et des algorithmes. On a des gens sur le stand, sur le plot Mitilab, sur le stand Usine du Futur. Et si le numérique, les algorithmes et les modèles vous intéressent, Axystem a aussi un stand dans le hall 6, B24. Merci. Merci Patrice. On va attaquer l'avant-dernière présentation avec Clémence Millet qui va vous présenter le VPH qui est également proposé sur le plateau Usine Agro du Futur. Merci. Alors moi, je ne vais pas vous parler projet, je vais vous parler technique. Alors je m'excuse par avance si j'emploie des gros mots. Donc comme le disait effectivement Paul-François, on a une machine qui est en démonstration sur toujours le même stand que les autres, le stand Usine du Futur. Donc moi, je travaille au CTCPA, qui est le centre technique de la conservation des aliments. Et donc notre métier, c'est les technologies de conservation. On a un historique, nous, de la conserve. À la base, on travaillait pour les gens de la conserve. Et se pose la question encore aujourd'hui de la problématique d'ingrédients qui vont rentrer dans la composition des produits et qui sont très chargés au niveau microbiologique par rapport à d'autres, même s'ils représentent une faible proportion. Et du coup, ça nécessite d'avoir des traitements finaux pour assurer la conservation des produits qui sont très intenses. Donc au lieu de réfléchir, au lieu de travailler sur un traitement final pour décontaminer un produit qui va être fortement chargé, les travaux actuels se portent plutôt sur comment faire rentrer dans les compositions des ingrédients qui soient les moins chargés possibles, en multipliant du coup les barrières technologiques de décontamination. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a exploré cette technologie sur laquelle on travaille depuis maintenant on va dire 6-8 ans. C'est l'idée, c'est aussi à la mode en ce moment, c'est la notion de hurdle technology, donc c'est le fait de se dire j'applique plusieurs barrières qui vont me permettre de fragiliser mes micro-organismes, mes contaminations, pour que, in fine, mon traitement de décontamination finale soit le plus léger possible et donc le moins impactant possible pour mon produit. Donc cette technologie-là, comme d'autres, rentre dans cette notion de hurdle technology qui est investiguée et qui est le centre d'intérêt aujourd'hui au niveau des technologies de décontamination. Donc le VPH, ça veut dire vapeur de peroxyde d'hydrogène. Donc c'est utiliser le peroxyde d'hydrogène qui est un agent très connu de désinfection, donc la formule H2O2, un agent oxydant, de l'utiliser non pas sous forme liquide comme il se présente classiquement, mais sous forme de vapeur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de vaporisation d'H2O2, c'est une technologie qui est déjà très utilisée dans le domaine des emballages et dans le domaine de la décontamination de surface. Donc sur des emballages destinés à du conditionnement aseptique de type Tetra Pak ou sur des préformes de bouteilles par exemple, on a déjà cette décontamination qui est assurée par de la vaporisation d'H2O2. Nous, la nouveauté qu'on apporte, c'est le traitement d'ingrédients, le traitement d'aliments avec cette même technologie. Donc je vous ai mis à la toute fin des photos de la machine et puis la machine est présente si vous souhaitez venir la voir de plus près. Donc les applications, c'est la notion de produits qui sont fragiles au plan thermique ou qui sont difficiles à décontaminer par d'autres technologies et en particulier les ingrédients secs. Donc ce qui va être des poudres, des épices,
Le poivre en agroalimentaire, on sait que c'est une épice qui est particulièrement chargée au niveau microbiologique. Donc quand on veut faire une recette de plat cuisiné dans lequel on vient mettre un petit peu de poivre, on apporte une très forte contamination, notamment en forme sporulée, qui sont les formes les plus résistantes au niveau thermique et chimique d'ailleurs. Et donc le fait de pouvoir décontaminer ces ingrédients, là encore, nous permet de limiter les traitements finaux. Donc des poudres, des épices, des herbes aromatiques qui sont très sensibles aussi à toute autre typologie de traitement. Et puis on va des aliments secs en général, ça peut être des légumes secs. On a discuté hier avec une personne qui m'interrogeait sur la décontamination sur des biscuits. C'est quelque chose qu'on n'a pas testé. Nous, c'est TCPA, puisqu'on travaille plutôt à la base pour des filières fruits, légumes et plats cuisinés. Néanmoins, ça présente probablement un intérêt pour de la décontamination de surface. Donc, c'est vraiment pour ces produits qu'on n'arrive pas, on va dire, à décontaminer avec des techniques classiques. C'est une action qui reste une action de surface, donc il faut être vigilant aussi par rapport à ça. On n'arrivera pas à avoir une action décontaminante profonde. Donc, si on vient au cas des biscuits, ça peut être tout à fait pertinent pour faire de la décontamination en périphérie des produits, donc éviter un risque de contamination par manipulation ou aéroportée. Néanmoins, ça reste une action de surface, donc si on a un produit qui est chargé dans la masse, on n'arrivera pas par ces technologies à pénétrer jusqu'au cœur. Et par ailleurs, au niveau réglementaire, donc aujourd'hui c'est une application sur les ingrédients alimentaires qui n'est pas encore autorisée. Pour l'autoriser, on va s'intégrer dans la réglementation auxiliaire technologique et non pas novel food. Ce qui est un petit peu plus simple, c'est une réglementation franco-française qui nécessite de justifier de l'absence d'interaction entre l'agent oxydant et la matrice alimentaire. Donc s'assurer qu'il n'y a pas de dégradation des marqueurs d'oxydation sensibles de type vitaminique, polyphénol par exemple. Et puis évidemment s'assurer qu'il n'y a pas de rémanence aussi de l'H2O2 sur la matrice pour que si demain vous en tant que consommateur et nos consommateurs généraux ont accès à ces produits, eh bien, qu'ils ne s'intoxiquent pas avec de l'H2O2 résiduel bien entendu. Donc en termes de résultats, on travaille aujourd'hui à échelle R&D, donc avec un pilote qui nous permet quand même d'avoir des quantités traitées de plusieurs dizaines de kilos. Et on arrive à avoir des niveaux de décontamination qui sont alors, évidemment très variables en fonction des souches, en fonction des conditions d'application, mais entre 2 et 5 log sur les aliments, donc décontamination de surface encore une fois. Le point critique étant, on travaille sous forme de vapeur, donc il faut qu'on reste à des températures quand même suffisamment élevées pour que l'H2O2 reste sous forme de vapeur. On va chercher, nous, à éviter la condensation pour éviter la reprise en humidité. Sur des procédés de type décontamination de bouteilles ou d'emballage, on va plutôt chercher cette condensation pour avoir une forte absorption sur les surfaces et une plus forte surface de contact. Nous, sur les aliments, on cherche à la limiter pour éviter la reprise en humidité des produits. En particulier si on est sur des poudres qui sont très sensibles. Je ne vais pas y arriver avec ça. Et donc voilà, pour terminer, deux photos du pilote. Donc le pilote se présente sous une forme en fait recto-verso, avec sur l'une de ses faces, donc la photo de gauche, l'arrivée principale en air comprimé et le réservoir d'H2O2. Et sur l'autre côté, l'évaporateur qui va nous permettre, donc via le jeu des 2 débitmètres qui se trouvent au-dessus, donc air comprimé et H2O2, et puis donc de l'autre côté, débitmètre gazeux pour l'injection d'air comprimé, débitmètre liquide pour l'arrivée d'H2O2, et puis l'évaporateur, là, le petit boîtier gris qui va chauffer l'ensemble et nous permettre d'avoir cette vaporisation d'H2O2. Donc sort de cette machine un gaz chaud aux alentours de 60 degrés qu'on va ensuite maintenir à haute température, à la fois tout au long de son acheminement jusqu'au réacteur de traitement, là où se trouvent les produits alimentaires. Et au niveau du réacteur, il faudra aussi qu'on soit aux alentours de 40 degrés pour éviter cette reprise en humidité, cette condensation. Donc ça reste une technologie aujourd'hui qui est explorée au niveau R&D. Il n'y a pas encore de machines industrielles qui existent. Néanmoins, comme on est très proche des applications qui existent déjà sur de l'emballage ou sur de la décontamination de surface, le scale-up ne sera pas du tout un souci. La problématique sera plutôt sur le réacteur d'application pour s'assurer que les produits arrivent bien à être en contact de façon efficace avec l'H2O2. Mais la partie génération d'H2O2 ne posera pas de problématique au niveau du scale-up. Donc aujourd'hui, on continue les travaux sur un axe microbiologique pour chercher les meilleures conditions d'application, pour diversifier aussi les produits concernés. Et puis, si après des filières sont intéressées, on ira plus loin sur la validation réglementaire pour pouvoir autoriser cet usage et qu'il puisse ensuite être utilisé au niveau des industries. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, donc on est présent sur le stand avec la machine, on fera un plaisir de vous montrer plus en détail
toute la journée. Et pour information, on ne sera plus là demain par contre, donc n'hésitez pas à passer plus tôt aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon salon. Merci Clémence. Et du coup, on voulait profiter aussi de la présence d'Olivier Rioux de Siemens sur le plateau Usine Agro du Futur pour qu'il nous fasse part de la dynamique usine du futur telle que perçue par l'Europe et notamment pour la partie qui nous concerne, l'usine Agro du Futur. C'est génial. Bah écoutez, merci beaucoup de me donner cette occasion de vous présenter un projet européen. C'est une situation un peu particulière pour moi, puisque je suis de Siemens, de vous expliquer que ce projet EIT Manufacturing, qui a un budget de 450 millions d'euros sur 7 ans, va nous amener les uns et les autres à regarder comment on pourrait travailler ensemble entre des centres techniques qui ont des technologies, des industriels qui ont des besoins et un tissu industriel qui est capable de l'implémenter dans des conditions industrielles. Alors, c'est important, il faut être capable d'agir bien sûr localement et de tirer les leviers, et il existe des leviers européens. Et donc, voilà, mon objectif aujourd'hui en 15 minutes, c'est de vous donner un accès à ce portail. Deux petits mots quand même, malgré tout, sur Siemens. Siemens en France, c'est 11 centres de R&D, dont 8 de classe mondiale, notamment sur tout ce qui est analyse fluidique. Nous sommes le numéro 1 dans l'automatisme, mais aussi dans les commandes numériques. Nous sommes aussi un très gros acteur dans le monde du logiciel, au service de l'ensemble des acteurs industriels, fabricants de machines, intégrateurs et clients finaux. Donc nous sommes souvent cachés dans une armoire, discret, au service d'un bureau d'études dans les logiciels, et donc pour que la performance industrielle se produise. Nous avons chez Siemens une activité hardware qu'on nous connaît, dans l'automatisme, dans les commandes numériques, dans les moteurs, dans les drives. Nous avons depuis 10 ans emboîté le digital par 15 milliards de rachats dans le domaine logiciel, et donc on couvre toutes les industries, sous toutes les formes de modélisation, des moteurs d'avion en passant par la fermentation, par exemple de la bière, qui est très importante chez Siemens. On va retrouver donc cette cohérence entre le logiciel, les modèles, et le monde de la donnée temps réel à très haute fréquence. Et donc ces modèles peuvent donc être appliqués à l'année, sur une longue historique, ou à très haute fréquence à la milliseconde dans une machine, pour avoir une anticipation de la qualité des pièces ou de la qualité des produits à 800 millisecondes. Donc là aussi, il s'agit pour Siemens d'associer les gens qui ont le métier à une ligne industrielle sans jamais empiéter sur le métier d'un centre technique ou d'un client. Nous agissons dans toutes les industries. Le food est pour nous une activité qui est vraiment majeure. Je pense qu'elle est dans le top 3. Chez Siemens, dans le monde, ça doit être 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 5 grands centres techniques sur les poissons, sur la viande. Et nous avons une attention très très particulière à ce qui se passe en Bretagne. L'enjeu industriel que nous vivons dans le monde est celui-ci. Il s'agit d'être innovant, et on l'a vu sur la présentation précédente, et pour autant pérenne, c'est-à-dire déployer cette technologie sur une ligne qui va rester 30 ans, 40 ans, 50 ans branchée, avec des impératifs de haute disponibilité. Il faut être donc dans l'industriel critique, parce que si la ligne s'arrête, on renvoie les gens chez eux, mais avec une informatique agile, et on l'a vu dans le salon et notamment sur la ligne Agro du Futur, un très grand nombre de solutions de performance qui sont très agiles. On doit également finalement servir localement, à Brest, à Saint-Brieuc, à Rennes, mais au travers d'un benchmark mondial. Et il faut être capable finalement d'offrir des services personnalisés, mais passer un appel d'offres à chaque fois pour préciser son besoin n'est pas très, on va dire, rapide. Faire des proof of concept est parfois embêtant. Donc il faut autant que possible que ces offres soient au catalogue. Et donc pour cela, il y a des réseaux de distribution qui doivent s'approprier ces solutions technologiques. Alors, Siemens a donc créé un partenariat avec le CEA et avec le CETIM
pour quelque part faire bénéficier de la veille technologique la plus importante. Et nous tentons à chaque fois de nous rapprocher des centres techniques pour être capable vraiment d'associer la technologie et l'industrialisation. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de rapprocher un projet européen qui s'appelle l'EIT Manufacturing des activités de Bretagne Développement Innovation. Devait intervenir Klaus Bitz, qui est un ex-Siemens, dorénavant en pilotage de ce programme européen, qui nous a laissé donc un témoignage de 10 minutes, commençant par un remerciement à Paul-François Julien et Guillaume Briand pour leur réalisation. Et je vais vous expliquer pourquoi ce qui a été fait ici sur le salon est particulier. Ce programme européen, il fait partie des EIT, c'est les MIT à l'européenne. On n'était pas dans le Massachusetts, donc c'est European Institute of Technology. Ces gros programmes européens, il y en a eu beaucoup, hein, sur le digital, sur l'environnement, sur le climat. Le dernier né est l'EIT Manufacturing. Il couvre sur 7 ans un budget de 400 millions d'euros, reconductible 7 ans de plus, donc 800 millions d'euros, pour améliorer la performance industrielle de l'Europe, toujours dans des partenariats entrepreneurs, start-up, centres technologiques, industriels, cas d'application. Son headquarter est basé à Saclay, à Paris, dans les locaux du CEA, LIST, donc NanoInnov, avec un écho tout particulier vers les antennes, notamment le CEA Bretagne, basé à Quimper, pour lequel justement nous essayons d'aiguiller un certain nombre de budgets. Aujourd'hui, il y a 65 membres. Ce nombre ne vise qu'à être accru. Donc, il est donc important d'aller potentiellement s'intéresser à ce type de projet pour proposer des use cases importants. Le IT Manufacturing doit, pour l'Europe, en 7 ans, impacter 70 000 PME, former 50 000 personnes, créer 1000 startups, créer 360 solutions nouvelles. Voilà ces objectifs spécifiques. Il est composé de partenaires. En France, on va retrouver notamment Atos, les arts et métiers, FIV. Siemens est considéré ici comme un acteur, on va dire, européen et probablement allemand, mais on va dire que Siemens France est très actif dans le domaine. Siemens France gagne si la France gagne. Donc Siemens France combat particulièrement Siemens Allemagne pour faire valoir les fabricants de machines français. Donc on est dans une action régionale. Chez Siemens, les régions comptent beaucoup. On va retrouver dans cette EIT des projets de 100 kg € à 1 million d'euros avec des centres répartis en Europe qui visent à accompagner la dynamique. Celui pour la France est basé à Paris. Hein. On va retrouver une notion de réseau social. Et la ligne BD... Qui a vu la ligne du Hall 6, la ligne agro du futur, d'ores et déjà? Donc 50%, allez la voir. Vous avez la réponse à cette problématique d'implémentation d'agilité dans un système hypercritique et cette notion d'écosystème pour répondre à des enjeux industriels. Cette ligne, elle est importante. Pourquoi? Parce que l'EIT Food, l'EIT Digital et l'EIT Manufacturing, chacun doté des montants budgétaires que je vous ai donnés tout à l'heure, ont décidé d'une action commune pour aller créer des lignes pilotes et identifier la maturité du déploiement des solutions industrielles, des solutions innovantes dans le tissu européen. Le résultat de l'enquête, c'est que le monde du food a 20% de retard, je dirais, sur le déploiement des technologies. Je dirais d'analytique, pour employer des gros mots, d'IA, si je prononce cette technologie-là. Je dirais que dans les solutions que vous pouvez découvrir sur le salon, il faut savoir que dans les autres industries, il y a déjà un déploiement massif. Et je dirais que c'est presque un paradoxe, puisque dans le monde du food, il y a énormément de données disponibles. Ce que vous envierez bien sûr l'automobile, qui a moins de traçabilité que ce que vous n'avez dans le domaine agroalimentaire. Donc on va trouver cet enjeu que BDI d'ailleurs a recensé dans ses études de marché,
des enjeux potentiellement de machine learning, de robotique, mais aussi d'énergie bien consommée, d'hygiène, de qualité agroalimentaire, d'avoir des hommes qui soient bien formés, bien informés, dans une industrie attractive, dans laquelle les carrières sont plus courtes, dans laquelle la mobilité est plus forte. Donc on doit, venez découvrir sur la ligne de BDI, la ligne innovation, ces technologies. Et finalement, décider peut-être tous ensemble de bâtir un écosystème qui permette de joindre des besoins industriels, des technologies et leur implémentation dans du matériel qui a vocation à être, lui, branché en très haute fréquence et disponible sur 60 ans. Alors n'hésitez pas, Closebits a laissé son email, vous pouvez le contacter. Le CEA est vraiment l'acteur qui a fédéré ce grand programme européen. Donc le CEA Bretagne est bien sûr également un lien utile pour présenter des projets. N'hésitez pas aussi à venir me voir ou à me contacter. Nous avons vocation à créer l'industrie ensemble. Et vous l'avez vu, chacun séparément, nous perdrons beaucoup de temps. Et les autres industries ont déjà démarré. La Chine, c'est actuellement 50% de croissance. La Turquie, c'est 15% et la Russie, c'est 15%. Donc déploiement massif de digitalisation dans ces pays. Merci beaucoup et allez visiter la ligne. À très bientôt. Voilà, écoutez, chose extraordinaire, nous finissons cette conférence avec pas mal d'avance. Mais merci à tous pour votre attention. Et puis un grand merci aussi à l'ensemble des intervenants qui ont été à la fois concis, clairs et réactifs. Et puis évidemment, on vous donne rendez-vous dans le hall 6 pour venir voir à la fois les solutions qui vous ont été présentées pendant cette conférence, mais aussi beaucoup d'autres, puisque on ne pouvait pas vous présenter l'ensemble des solutions qui sont présentées sur le stand, sur le plateau Usine Agro du Futur, où on compte pas loin d'une 50aine de partenaires au total. Et puis un merci aussi à Valorial, notre partenaire sur cette action. Merci à vous.